Nos entretiens sont possibles grâce à vos dons. Merci de continuer à faire vivre ce format. Lien en description pour nous aider à produire les prochaines interviews. En fait, vous avez raison, les réacs. Vous avez raison de notre panique morale parce que vraiment, les féministes sont devenus dingues. Bon, voilà, et le wokisme va submerger le monde. Il y a les Arabes et le wokisme qui vont submerger le monde. Et donc, je suis, invitez-moi chez Pascal Pro. Le livre, Comme une mule, a pour point de départ le procès de François Bégaudeau, intenté par l'historienne Ludivine Bantigny pour des propos sexistes tenus sur son forum en 2020. Bégaudeau explique qu'il s'agissait d'une blague et qu'il jouait un rôle. Tout le monde te reproche de ne pas avoir présenté d'excuses. Pourquoi cet entêtement ? D'abord, il faut quand même souligner, tu dis tout le monde me reproche de ne pas avoir fourni d'excuses, formulé des excuses. C'est faux. Il y a tout un tas de gens qui sont peut-être un peu moins audibles, parce qu'un peu plus calmes, et on sait que c'est souvent les plus énervés qui s'expriment, surtout sur les réseaux. C'est un phénomène technique des réseaux qu'on connaît bien. Beaucoup de gens m'ont témoigné ici ou là, ou l'ont parfois dit publiquement, mais plus rarement que les autres, qu'ils comprenaient très très bien que je ne me sois pas excusé, qu'il n'y avait pas du tout matière à excuse. J'ai même eu parfois, ça m'est arrivé par exemple récemment en dédicace, j'ai dédicacé des livres dans une librairie, comme ça se fait, et un lecteur donc m'a dit oh là là, il y a un moment, des gens attendaient tes excuses, et moi je priais pour que tu ne t'excuses pas, parce que je voulais pas que tu me déçoives. On n'est pas obligé de partager l'avis de ce monsieur, mais je prends acte du fait que cet avis existe, et que s'il m'a été dit dans une dédicace où il y avait à peu près 50 lecteurs, 50 personnes, je suppose que ça a été un sentiment aussi de pas mal de gens qui me suivent et qui m'aiment bien. Et ce qui en viendrait à mon deuxième point, donc ne pas négliger qu'il y a tout un tas de gens qui sont sur ma position et qui même auraient été tout à fait déçus que je ne la tienne pas. Et je crois que ceux qui inversement non seulement attendraient des excuses, mais m'en voudraient beaucoup de ne pas m'être excusé, au point même de se retourner contre moi, ou alors de décider, je ne sais plus, de ne pas m'écouter, de ne pas me lire, ou que sais-je, ces gens-là, j'appelle ça moi, un tri naturel et une sélection naturelle, ou un assainissement des choses. Parce que vraiment, si ces gens suturent l'estime qu'ils ont de moi et l'attention qu'ils pourraient me porter au fait que je formule publiquement des excuses pour une histoire de cet acabit-là, dont je rappelle que c'était une blague et non pas une déclaration diffamatoire à l'égard d'une personne du sexe opposé. Ces gens-là, je n'ai pas grand-chose à foutre de leur soutien. Je veux dire, si vraiment leur boussole morale se fixe sur ce genre de choses, ce qui est d'ailleurs une boussole morale dont je parle dans le livre, c'est une boussole morale qui est très focalisée sur le formalisme. Parce que formuler une excuse, c'est quoi ? C'est une phrase publique, voilà, qui formule des excuses. Franchement, ça coûte pas cher, comme disait Sarkozy. Ça mange pas de pain, comme disent pas mal d'autres escrocs. Donc, l'appréciation morale qu'on aurait d'une personne serait totalement articulée et suspendue au fait qu'il formule une phrase, laquelle phrase n'est pas très compliquée à formuler. Je trouve que c'est un paramètre moral tout à fait faible. Et les gens qui en sont là, c'est un petit peu avec cela que je discute dans le livre, en m'émancipant très très vite de l'affaire en question, parce que je parle de tout un tas d'autres choses. Il faut tout de suite le préciser. Et c'est des gens que je pourrais appeler moralocentriques, ou alors qui mettent vraiment la morale au centre de tout leur édifice intellectuel, ce qui me paraît toujours vraiment très très redoutable et vraiment un gage d'affaissement intellectuel. Et qui en plus, parce que la morale m'intéresse, je trouve que c'est très intéressant la question morale. Je le dis souvent dans le livre, je ne réfute pas la morale, simplement j'aime bien que la morale soit puissante. Si c'est une morale purement superficielle, formelle, qui s'en tient à une espèce de comédie, ce que j'appelle une comédie sociale, effectivement, les excuses publiques, c'est une comédie sociale. Je veux dire, c'est quand même pas grand-chose, quoi. Je veux dire, c'est pas un geste moral de grande intensité. Si ces gens-là, non seulement sont moralocentriques, mais en plus, au sein même de leur morale, mettent en avant des critères formels, des critères qu'aurait à voir avec la petite comédie sociale, en fait, ils seraient un petit peu le gardien des bonnes mœurs ou de la bonne conduite. Pour moi, c'est un peu des instituteurs qui demandent à
Voilà, il y a un enfant, il y a un garçon qui a bousculé une fille dans la cour de récréation. L'instituteur demande au petit garçon de 6 ans de s'excuser devant tous ses camarades auprès de la petite fille. Protocole qui se défend tout à fait. Peut-être que moi, j'ai pu faire ce genre de choses en tant qu'enseignant. Mais c'est une scène particulière, c'est une scène éducative, autoritaire, scolaire, où il y a un dépositaire des bonnes conduites qui s'appelle l'instituteur, qui est là pour dresser les enfants aux bonnes conduites et qui, à ce titre-là, organise ce petit théâtre de l'excuse publique. Bon, je ne suis pas forcément très à l'aise avec ce genre de petit théâtre, mais au moins, je comprends que ça entre assez bien dans le dispositif éducatif scolaire. Que sur la scène intellectuelle, ou la scène, oui, on va appeler ça la scène intellectuelle, il y ait des gens qui soient en demande de ce genre de protocole de cours de récréation ou de protocole d'éducation nationale, je m'en étonne. Je m'en étonne d'autant plus venant de gens de gauche qui ne devraient pas être les plus tatillons sur, je dirais, comment dire, la conservation de la bonne conduite ou disons, de la bonne attitude. Le dressage, normalement, c'est plutôt une valeur de droite, c'est pas vraiment une valeur de l'émancipation. Donc, c'est à tous ces titres-là que effectivement, je n'ai envisagé à aucune seconde de m'excuser, sachant, et je terminerai là-dessus, que par ailleurs, d'un point de vue strictement pragmatique et stratégique, s'il s'agissait de se sortir d'un mauvais pas, ah oui, c'est vrai que les excuses, moi, j'aurais trouvé, comment dire, indigne de les produire, j'aurais trouvé ça indigne de moi, j'aurais trouvé ça moralement assez vil, contrairement à certains qui pensent qu'au contraire, ça m'aurait réhabilité moralement, mais en plus, on sait très très bien, si on est un bon observateur comment dire, des mœurs contemporaines, on sait très bien qu'une excuse ne convainc jamais personne. Et que ceux-là même qui te demandaient des excuses publiques pour de nouveau te réhabiliter et te réintégrer au camp des gens sympas, trouveront toujours, pour la plupart d'entre eux, qu'en fait, ces excuses ne valent rien, que ce sont des excuses en bois, que c'est de la monnaie de singe. Donc, résultat des opérations, si tu t'excuses publiquement, non seulement tu te ridiculises et tu te déjuges par rapport à tes propres actions moraux, qui sont les miens en tout cas, mais en plus, ça ne sert à rien. Ça ne fait que remettre une pièce dans la machine par ailleurs et ça ne convainc personne. C'est un truc qu'on voit pas mal sur une scène quand même un peu plus grave, qui serait la scène judiciaire. Tu sais, quand il y a un accusé dans le box, quelqu'un qui a fait vraiment des trucs vraiment, vraiment dégueulasses, je sais pas, un prédateur sexuel, un vrai, ou un criminel, un serial killer, souvent les parties civiles, les gens de la famille des victimes, demandent qu'il s'excuse. Et au moment où il formule, si jamais il formule ces excuses-là, presque unanimement, les dites parties civiles vont toujours trouver qu'en fait, elles ne sont pas satisfaites. Que ces excuses leur ont paru une espèce de stratégie mise au point avec l'avocat, qu'en fait, le mec fait profil bas, mais en fait, il n'en pense pas une seconde, enfin, il n'en pense pas un traître mot, et que dans son fort intérieur, il est toujours assez content de ce qu'il a fait. Donc, comme on disait jadis en 1938, vous avez sacrifié l'honneur pour avoir la paix, vous aurez la guerre et le déshonneur. Eh bien oui, si je m'étais excusé, j'aurais eu à la fois le déshonneur à mes propres yeux et ça n'aurait calmé absolument personne. Ton refus risque de renforcer la perception que tu méprises les critiques féministes et les personnes que tu as offensées. Au-delà de la simple question de ne pas vouloir participer à une comédie du consensus, S'il y a cette perception-là, je répète que de toute façon, si jamais les gens ont cette perception-là et qu'ils prennent tellement, qu'ils accordent tellement d'importance à 2 lignes sur un forum, il s'agit de 2 lignes sur un forum, j'intuite, et je suis même assez convaincu, observant beaucoup ce genre de personnes, que de toute façon, leur perception ne sera pas infléchie par les excuses. Ça, je me répète, mais de toute façon, s'ils en sont là de biais perceptifs, s'ils en sont là de tout de suite se saisir moralement avec une espèce d'intensité et une violence quand même très, très disproportionnée par rapport aux faits eux-mêmes, bon, je pense qu'ils sont dans un tel état de dérèglement par rapport à une espèce d'appréciation un peu calme des choses que de toute façon, excuse ou pas excuse, ils resteront sur cette perception-là. Si des gens considèrent que cette blague-là fait de moi un masculiniste, ce qui est quand même déjà une extrapolation un tout petit peu hystérique quand même, je pense, qu'elles viennent de femmes ou d'hommes, je pense que ceux-là, de toute façon, ne les convaincraient jamais de rien. S'ils ont décidé qu'à partir de pas grand-chose, il fallait tout de suite en déduire que je passais définitivement du côté de la panique morale, de la panique réactionnaire ou du raidissement masculiniste, j'ai l'impression que de toute façon, là, le dialogue est rompu et que même les excuses, et que surtout les excuses ne réhabiliteront pas ce dialogue. Surtout, je crois aussi, par ailleurs, il faut quand même insister là-dessus, il faut une appréciation morale d'un fait. Ok,
Simplement, ils ne sont pas au courant du fait. En tout cas, ils n'en connaissent pas toute l'étendue. Donc déjà, je pense qu'il faudrait s'entendre. Moi, je veux bien être condamné moralement pour un fait, mais j'aimerais bien que ceux qui condamnent soient tout à fait au clair sur le fait en question. Or, je pense que 95%, allez comme ça, à vue de nez, des gens qui ont condamné moralement cette blague, j'insiste sur le fait que c'est une blague et je ne démordrai jamais du fait que ce en soit une, parce que je sais très bien ce qui m'animait en la produisant, ne sont pas du tout au courant du contexte dans lequel elle est apparue, du sketch de forum dans lequel elle est intervenue, ce qui ne l'exonère pas de sa petite consistance triviale, voire même un peu beaufisante, mais qui au contraire, mais qui quand même la remet un peu dans son contexte par rapport à ce qu'est la perception des contempteurs et des condamneurs ou des condamnateurs, à savoir que moi, je lis souvent, j'ai déclaré que Ludivine Bantini était ceci ou était cela. Je n'ai rien déclaré. J'ai fait une blague au sein d'un dialogue un peu ludico-trivial qui s'était enclenché sur un forum, qui est un forum comme ça où règne une certaine bonne humeur, enfin en tout cas une certaine légèreté. Pas que d'ailleurs, mais comme je l'explique dans le livre. Donc je pense que déjà, est-ce qu'on est bien au clair sur les faits? Parce qu'en général, quand on juge quelqu'un, on essaie d'abord d'établir les faits. Et ce qui m'a beaucoup étonné, ce qui est un petit peu la première partie de mon livre, on va dire les 20 premières pages, de rendre le tout début sur un livre de 400 pages, c'est cette espèce de, comment dire, d'indifférence totale aux faits. C'est-à-dire que quand vous recontextualisez, d'abord, peu de gens se sont enquis de savoir, mais dans quel contexte cette phrase bizarre, sortie de nulle part, avait été formulée. C'est bizarre de ne pas s'enquérir du contexte, surtout à gauche. Hein. Je rappelle que le geste fondamental de la gauche, dans son histoire longue, qui daterait peut-être de la Révolution française et du XVIIIe siècle, par exemple, pour aller vite, bah, c'était quand même là où régnait l'arbitraire. Je compare des choses qui ne sont évidemment pas de même échelle, hein, mais c'est voilà, c'est pour essayer d'être clair. Là où régnait parfois l'arbitraire de la tyrannie, à savoir, toi, on va te condamner. Ah bon, mais pourquoi? Parce que. Ah bon, mais parce que tu as fait ça. Oui, mais non, pas vraiment, en fait. J'ai pas vraiment fait. Oui, bon, on s'en fout. Tu seras au pilori. Cloué au pilori. La gauche arrive, ou on va appeler ça le progressisme, une espèce d'humanisme à la rigueur. Voilà, j'utilise des mots qui sont un peu interchangeables jusqu'à un certain point, et qui dit, non, quand même, tout accusé doit avoir un défenseur, par exemple un avocat, il faut qu'il y ait quand même un procès, et dans lequel on pourra quand même déjà essayer d'établir plus précisément les faits que dans une espèce de jugement expéditif. Voilà, ça c'est un geste de gauche. Je me suis étonné de voir que pas mal de gens de gauche qui condamnaient ce truc qui leur était parvenu par je ne sais quel biais et par des supports divers et variés qui le décontextualisaient, ne serait-ce que l'alerte Twitter qu'a lancé Ludivine Bantini, parce que donc ça décontextualisait les choses, ça les arrachait de leur contexte, eh bien ne sont pas allés au contexte. Ce que je trouve tout à fait étonnant pour des gens de gauche. Ça m'étonne beaucoup moins de gens de droite, qui eux sont familiers des décrets arbitraires et des jugements arbitraires et tyranniques. C'est leur grande histoire à eux, c'est leur généalogie idéologique ou morale, mais pas à gauche normalement. Donc déjà, grande indifférence au contexte, tout à fait étonnant. Et donc, j'aimerais bien être sûr que tous ceux qui pensent que cette blague valait condamnation et appelait excuse soient tout à fait au clair sur les faits. Or, ce n'est pas le cas. Alors, j'ai écrit un livre pour raconter plein de choses, mais par exemple celle-là, resituer les choses dans leur contexte. Je pense qu'hélas, les gens qui ont décidé que de toute façon j'étais condamné à vie n'auront pas la curiosité d'aller lire le livre, et je dirais même se garderont bien de le lire, pressentant que ça pourrait les déjuger. Parce qu'ils sont tellement amoureux. Mon livre est essentiellement un livre sur la morale. Et donc, j'essaie d'être un psychologue du geste moral dans une tradition un peu nietzschéenne. Je pense qu'à un moment, on tombe toujours un peu amoureux de son indignation. Et comme l'indignation s'appuie sur une faute, laquelle nous indigne, à partir du moment où on se love un peu érotiquement dans sa propre indignation, finalement, on n'a pas très très envie d'en savoir beaucoup plus sur la faute. On aurait peur de découvrir que cette faute n'en était pas une. Qu'en tout cas, elle l'était beaucoup moins que ce qu'on a cru en la regardant de loin, et en ne retenant que ce qui permettait de susciter de l'indignation. Donc je crois que ces gens-là n'auront pas l'honnêteté intellectuelle, la curiosité d'aller lire le livre, et surtout, encore une fois, ils s'en garderont bien, parce que ça les priverait d'un objet de jouissance qui est tout à fait particulier, qui est l'indignation. Y a-t-il une critique féministe recevable sur ta dite blague?
Ben, il faut être. Je pense que le livre est suffisamment, comment dire, parcimonieux dans l'analyse, parce que je fais ces analyses-là dans le livre, en tout cas dans sa première moitié, dans son premier tiers, on va dire. Et j'essaie de décomposer un peu tout ça. En fait, je pense que là où règne la confusion, j'ai essayé un peu de mettre à plat, de clarifier. Et clarifier, c'est faire preuve de discernement. Et comme je l'ai souvent dit, pour faire preuve de discernement, il faut discerner. Et donc, ce que tu appelles par exemple critique féministe, je vais le diviser en deux, trois strates. Et c'est là qu'on commencera un peu à y voir plus clair. D'abord, je prends acte du fait que tout un tas de mes amis féministes ou de mes connaissances féministes ou de lectrices féministes ou de lecteurs féministes, parce que admettons qu'il puisse y avoir des hommes féministes, chose que je discute aussi dans le livre à un moment, calmement, euh, comment dire, ne sont pas du tout outrés par cette blague. Sont plutôt circonspects devant la réaction dite féministe à cette blague. Donc ne jamais oublier qu'il y a des féminismes, et d'ailleurs c'est ce que mon livre essaie aussi un petit peu de décomposer. Je pense qu'il y a tout un spectre féministe, et au sein de ce spectre, il y a une certaine catégorie de féministes qui est particulièrement révulsée par cette blague, quelle que soit la façon dont ils l'aperçoivent et quel que soit le degré de précision de leur information par rapport au contexte de cette blague. Et puis il n'y en a pas du tout. Il faut quand même le rappeler. Bon, c'est quand même, pour moi, c'est à l'honneur, c'est tout à l'honneur de tout un pan du féminisme de quand même de rappeler que pour eux, c'est pas trop un problème. Voilà pour ce que tu appelles la critique féministe. Après, il faudrait quand même aussi ouvrir une autre porte. Ça serait pas la critique féministe, ça serait la réception par une femme. Une femme, quelle peut être la réaction d'une femme à ce genre de blague, qu'on pourrait appeler une blague dont le soubassement est misogyne, comme il y a des blagues racistes, comme il y a des blagues homophobes, comme il y a des blagues pédophiles, ou en tout cas qui s'amusent, qui retournent en rire l'horreur de la pédophilie, comme il y a des blagues comme ça dont on sait qu'elles ont un soubassement moral douteux. Il y en a plein des blagues comme ça, que j'ai tendance à défendre dans le livre, et j'essaie d'expliquer pourquoi. Alors, effectivement, une femme, voyant qu'il y a cette image qui est produite par ma blague, en tout cas par les deux lignes qu'elle occupe, et c'est une image qui peut être particulièrement choquante pour une femme. Et ça m'a été dit. Ça, des copines à moi, ma mère me l'a dit, je le raconte dans le livre. Ma mère, qui est pas, je veux dire, qui a toujours eu un rapport au féminisme un tout petit peu ambivalent, me dit, mais non, mais ça, non, non, ça passera pas. Ça passe pas, mon vieux. Mon cher enfant, mon cher François, mon fils, mon cher fils, mon fils adoré. Ça mon pote, t'auras beau dire, t'auras beau de faire que c'est une blague. De toute façon, l'image de une femme sur laquelle passe tout un tas d'hommes, c'est une image qui, de toute façon, ne fera jamais rire une femme parce que ça active trop de choses, peut-être directement en elle, de choses qu'elle aurait subies ou de choses qu'elle a observées, ou en tout cas, il y a quelque chose que ça va activer, un passif affectif, sexuel, sentimental, que ça va activer en elle, qui fera que de toute façon, elle aura un premier mouvement impulsif. Ceci, je le comprends absolument et je le dis dans le livre. Je comprends même absolument que quelqu'un qui rapporte à la première intéressée ces deux lignes-là, laquelle intéressée se retrouve ex nihilo et devant un truc sorti de nulle part, mais pourquoi est-ce qu'on m'a mis dans cette posture-là? Qu'est-ce que c'est que ces phrases-là? Qu'est-ce qui lui arrive à Bégodeau de dire ça? Moi, j'ai rien demandé, enfin, quand même. Je comprends très bien qu'elle en ait été absolument choquée, que ça ait produit chez elle une espèce de déflagration sur le moment. Je le comprends absolument et je le dis dans le livre. Autre chose, alors par ailleurs, elle ne m'a pas demandé d'excuse, je détaille dans le livre son mensonge. Elle dit qu'elle a voulu me contacter avant même de lancer l'alerte sur Twitter. C'est faux. C'est factuellement faux, c'est moi qui l'ai contacté. Et pour lui expliquer un petit peu le contexte, et elle n'a rien voulu entendre. Ceci, c'est des faits. Si elle pense que ces faits sont faux, qu'elle le dise, et je veux bien l'expliquer avec elle. Mais elle ment. Mais par contre, je reviens au stade où je suis plus généreux, moi, par rapport à l'altérité qu'il semblerait que soient généreux avec moi les gens qui auraient des doutes. Je comprends très très bien que ça percute quelque chose en elle. Peut-être que ça active aussi des choses de son passé. En tout cas, voilà, de son expérience, de sa fréquentation de l'altérité masculine. Je n'en sais rien, je ne connais pas sa vie. Même si elle en a un petit peu parlé à la barre, donc j'ai pu percevoir deux ou trois choses le jour du procès. Mais au moment où j'écris le livre, je ne savais pas tout ça. Et donc, je le comprends très bien. Autre chose, ça, c'est la première strate de la chose.
Autre chose est de lancer une alerte sur Twitter. Là, on rentre déjà dans un autre domaine qui me paraît déjà un peu plus discutable. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, je ne veux pas te donner de leçon à cette personne que j'ai un peu malmenée, bien malgré elle, dans cette blague malencontreuse. Il me semble que son attitude, c'était effectivement, comme elle a prétendu l'avoir fait, de me contacter. Parce qu'en plus, elle me connaissait, espèce comme ça, elle me connaissait de loin. Je pense qu'elle avait même une certaine estime politique pour moi, puisqu'on est à peu près dans les mêmes eaux. Donc, me contacter, ce qui est très très facile de me contacter. Elle aurait pu le faire en 3 minutes, ce qu'elle n'a pas fait. Elle a tout de suite lancé l'alerte. Avant même de comprendre la blague et son contexte, d'étudier, mais c'est quoi ce truc, elle a lancé. Moi, là déjà, je me désolidarise un petit peu. Après, autre chose encore, et d'avoir continué, d'avoir posté des trucs sur Twitter que j'ai découvert moi longtemps après, mais qu'on me rapportait de loin. Et puis ensuite, elle est allée, elle a porté plainte, elle est allée jusqu'au procès. Et après le procès, il a fallu qu'elle n'était pas d'accord avec le verdict du procès. Elle a dit qu'elle avait fait appel, alors qu'en fait, son appel n'a aucune chance d'aboutir d'un point de vue strictement judiciaire. Mais elle fait miroiter le fait que peut-être il pourrait y avoir révision du jugement, il n'y aura pas, quand on s'intéresse un peu au dossier. Donc, je veux dire, et puis après, quand je sors le livre, elle dit que c'est tout à fait odieux de sortir le livre et que, certes, ça n'a rien à voir avec les massacres de Gaza en termes de gravité et de tragédie, mais enfin, quand même, j'en parle quand même. Donc, bon, ça fait quand même quelques étapes où là, je ne la suis plus du tout. Et là où je trouve que on n'est pas loin d'une attitude que je trouve proche du grotesque. Donc, voilà, tu vois, par rapport à ce mot critique féministe, je veux dire, je l'utilise en tout un tas de choses et ça devient beaucoup plus compliqué que. Parce que je pense qu'une certaine confusion règne, que le livre avait pour objectif, entre autres, de clarifier. Y a-t-il des féministes qui ont un avis contraire à ce qu'on te reproche? Moi, je parlais essentiellement dans le privé, etc. Je pourrais rendre compte, par exemple, chez Stock, donc l'éditeur, mon éditrice qui est un peu plus jeune que moi, qui a 45 ans, mais que ce sujet excitait beaucoup. Que l'ensemble du livre excitait beaucoup parce que le livre parle aussi du rapport de l'humour avec la morale, de la politique avec la morale, de la politique avec l'art, d'une saisie féministe possible de l'art, d'une saisie politique possible de l'art. Je le dis quand même un peu parce que ceux qui l'ont lu sont au courant, mais hélas, dans le monde en général, les non-lecteurs sont majoritaires par rapport aux lecteurs. Même quand il s'agit d'un best-seller, même quand un livre se vend à 600 000, il y a quand même une grande majorité de la population humaine qui ne l'a pas lu. Et donc là, le livre se vend plutôt bien, part plutôt bien. Mais enfin, quand même, il y a une énorme majorité de gens qui ont un avis sur cette affaire et qui ne l'ont pas lu. Donc, je les informe du fait que ce livre parle de tout ça. Mais donc, mon éditrice avait... Le premier réflexe qu'elle a eu, c'est de faire lire au sein de l'équipe de Stock le livre, le manuscrit, qui à l'époque était presque dans sa version finale, à une de ses collaboratrices, appelons ça comme ça, qui se trouve être très féministe et à 25 ans. Ça faisait un peu coup double, parce que non seulement il y avait un côté vigie féministe, il y avait presque, bon, on va faire un premier test de lecture. Et puis en plus, 25 ans. Donc il y a ce truc un peu générationnel aussi, comme moi j'ai un âge de boomer, et là on avait affaire à une jeune néo-féministe de 25 ans. Je caricature, mais enfin c'est un peu ça le truc. Et donc mon éditrice était très curieuse. Elle trouvait qu'elle était presque trop d'accord avec moi, elle, donc elle avait envie vraiment d'avoir un regard plus... voilà. Bon, cette jeune femme qui est par ailleurs brillante, avec qui par la suite donc j'ai travaillé sur le texte, et c'était une collaboration très intéressante, très, très féconde, m'a dit c'est le livre que j'attendais. Voilà. Bon, on me croit ou pas, allons voir cette femme, démentira-t-elle ou pas. D'ailleurs, je ne veux pas du tout la mettre dans ce merdier. Mais d'ailleurs, je suis bodor que les gens n'iront pas vérifier. Parce qu'encore une fois, il y a parfois des gens qui aiment tellement leur décret moral qu'ils se méfient de la vérité. Et qu'ils se tiennent à distance de la vérité, des fois que la vérité déjugerait leur verdict moral. Bon, voilà, donc à partir du moment où j'ai entendu ça, je me dis, tout va bien. Et puis par ailleurs, après, dans ma vie personnelle, je rencontre des femmes qui sont assez proches du paradigme féministe et qui, elles aussi, trouvent ce livre très intéressant, que même l'une me disait encore avant-hier par Messenger que ce livre lui faisait beaucoup de bien parce que ça clarifiait des choses dans son cerveau par rapport à des doutes qu'elle avait par rapport à certains comportements issus du féminisme. Voilà. Après, pourquoi publiquement des figures qui seraient identifiées comme féministes, des intellectuels, des militantes, celles qui écrivent des livres, ou font des tribunes, ou font des articles, etc., ne se sont pas manifestées pour me soutenir, si on admet que parmi elles, il doit bien en avoir certaines qui trouvent que voilà,
il y a des choses que je peux dire qui sont intéressantes, qui sont audibles. Il y a des critiques que j'adresse au féminisme qu'elles pourraient reprendre à leur compte. D'ailleurs, j'en cite quelques-unes dans le livre. Je cite, c'est Elsa Deck-Marceau, j'oublie toujours son prénom, c'est Deck-Marceau, un livre à la Fabrique. Je cite Morgane Merteuil, et je cite aussi quelques féministes plus anciennes, comme par exemple Geneviève Fraisse ou d'autres plus anciennes encore. Bon. Je considère que mon livre, quand il aborde la question féministe, donc dans son premier tiers, est un livre qui aborde les questions féministes à l'intérieur du féminisme. Mais je pourrais même le résumer, ce que j'essaie de faire à ce moment-là, c'est une critique féministe de gauche à l'endroit d'un certain féministe qui me paraît fondamentalement droitier. Voilà. Donc en fait, c'est d'abord une critique de gauche adressée à certaines excroissances droitières du féminisme, ou à certains comportements que je pense droitiers d'un féminisme qui se dit de gauche. C'est là, la ligne de front, elle est là, à l'espace du débat. Donc oui, mécaniquement, il serait tout à fait normal que ces féministes-là produisent quelque chose publiquement pour me soutenir, ou en tout cas pour rappeler une certaine accalmie. Bon, pourquoi est-ce qu'elles ne le font pas? D'une part, parce qu'elles n'ont pas que ça à foutre, et je comprends très bien. D'autre part, effectivement, parce que je pense qu'il y a une espèce de complexion militante à laquelle je m'en prends quand même pas mal dans le livre, parce que l'interlocuteur premier du livre, c'est le militant ou la militante, et qui consiste à, comment dire, à jouer, à faire bloc, à jouer collectif, à jouer solidaire. Donc oui, une féministe ne va pas déjuger une autre féministe quand elle est en bisbille avec un mec. Et je peux comprendre cette discipline militante. Bon, je peux la comprendre à l'intérieur du militantisme ou à l'intérieur d'une certaine énergie politique. Évidemment, dans l'absolu, quand on a pour seul Dieu la vérité et la justesse, comme c'est un peu mon cas, comme seule déesse, la vérité et la justesse, c'est évidemment une attitude que je comprends moins bien. Mais voilà, je comprends que quelqu'un se dise « Oui, je sens bien que là, quand même, il se dit n'importe quoi sur le livre de Bégodeau, je sens bien qu'on lui fait des mauvais procès, je sens bien qu'on l'étiquette de façon tout à fait erronée. Bon, c'est vrai, mais en même temps, bon, est-ce que j'ai que ça à foutre d'aller soutenir ce mec contre mes camarades féministes, y compris les féministes avec lesquels moi-même je suis parfois en désaccord et avec lesquels moi-même je m'étripe de temps en temps. Voilà, ça s'appelle c'est des rapports de force, c'est des lignes de front qu'on connaît bien, quoi. Bon, je crois qu'il parfois, des fois, elles sont des offenses à la justesse, mais voilà, je le comprends. On parle aussi du timing du livre, qui sort en même temps que celui de Caroline Fourest sur MeToo. Bon, d'abord, cette histoire de timing me fait un peu me parler, parce que d'abord, elle témoigne d'une méconnaissance du monde éditorial, ou en tout cas de l'ingénierie éditoriale. Quand on écrit un livre de 430 pages, on ne l'écrit pas en 3 mois. Il y a même des gens qui pensent que le livre est sur le procès. Le procès a eu lieu en avril. Si des gens s'imaginent qu'il est possible d'écrire 430 pages entre avril et juin, parce qu'après, il faut le temps de l'imprimer et donc le sortir en octobre, vraiment, ils méconnaissent ce que c'est que l'écriture. Bon, premièrement. La deuxième chose, c'est que, par ailleurs, quand on écrit un livre, on le rend à un certain moment parce qu'on pense qu'il est fini. Après, il y a un laps de temps qui va s'écouler entre le moment où il est rendu, le moment où il est imprimé, le moment où il sort. La décision de le sortir intervient selon certains critères. Par exemple, en l'occurrence, Astock, il pensait que, puisqu'il était fait, on pouvait le sortir à la rentrée, mais pas en septembre. Pourquoi? Parce que septembre, c'est plutôt la sortie des romans et que c'est un essai. Donc, ils l'ont plutôt sorti en octobre. Et donc, du coup, il se retrouve à sortir en même temps que tout un tas d'autres essais, parmi lesquels il y a le livre de Caroline Fourest. Donc, les gens qui parlent de timing, ils ne font que réagir à leur propre biais de perception. C'est eux qui veulent absolument voir qu'il y aurait comme ça une espèce de congruence, coïncidence entre deux livres. C'est eux qui inventent cette congruence et qui, après, vont me la reprocher. Donc, ce qui est une opération de l'esprit tout à fait malhonnête. Donc ça, c'est la première chose. Après, comme d'habitude, j'ai l'impression que beaucoup de gens qui font le rapprochement, le livre de Caroline Fourest, dont il faut quand même rappeler au passage qu'elle m'a assez souvent maintenant incriminé publiquement, voire même qu'elle m'a mis souvent dans la charrette, genre des islamo-gauchistes crypto-antisémites. Donc, je veux dire, c'est quand même quelqu'un qui a fait presque métier maintenant de me descendre. À juste titre, d'ailleurs, parce que de fait, nous sommes en opposition radicale politiquement. Donc, il faudrait voir aussi qui ça arrange de nous voir mis dans le même panier. Moi, je sais qui ça arrange. Et les deux qui l'ont fait au premier chef, c'est les deux articles venant de la presse bourgeoise de gauche.
Libération et Nouvel Obs. Évidemment que la presse bourgeoise de gauche a tout à fait intérêt à mettre dans le même panier un type de gauche radicale et quelqu'un comme Caroline Forest. Donc les gens de gauche radicale qui, à leur tour, entérinent ce rapprochement-là, il faut savoir dans quel genre d'opération malhonnête idéologique ils se retrouvent embarqués et de qui ils sont et les idiots utiles. Après, 100%, je pense, des gens qui font ce rapprochement-là n'ont évidemment lu ni le livre de Caroline Forest, ni le mien. Et s'ils lisaient le livre de Caroline Forest et le mien, ils sauraient que ces deux livres n'ont absolument rien à voir, qu'ils ne font pas du tout les mêmes opérations. D'ailleurs, je ne crois pas que le livre de Caroline Forest consacre 200 pages à l'art, à la politique, à l'humour et au cinéma et à la peinture, comme c'est le cas du mien. Elle est vraiment très centrée. Elle, son sujet, c'est MeToo. Et en bonne centriste qu'elle est, ou extrême centriste qu'elle est, elle fait ce qu'elle a toujours fait dans tous ses livres qui ont toujours été inintéressants, à savoir le fameux juste milieu. À savoir, oui, MeToo, c'est pas mal, c'est bien, il fallait, mais bon, attention aux excès. Voilà ce que Caroline Forest nous a toujours dit. Oui, les religions, c'est bien, mais attention, il ne faut pas être extrémiste. Oui, la laïcité, c'est bien, mais il ne faut pas être extrémiste non plus. Gna, 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 gna. Donc, c'est une penseuse molle, très faible, Caroline Forest. Moi, j'ai la prétention de penser que mon livre est un peu plus puissant que ça et un peu plus musclé, ne serait-ce que parce qu'il ne dit pas du tout ça. Moi, mon sujet, ce n'est pas du tout MeToo. Ça, c'est un sujet médiatique au truc, MeToo. Moi, ça ne m'intéresse pas, MeToo. Et surtout pour dire des banalités que d'ailleurs on pense tous, c'est savoir, bah oui, on est bien content que désormais les prédateurs soient mis hors d'état de nuire. Bon, on regrette simplement de temps en temps qu'il y ait un peu des victimes collatérales et des gens qui ont été un peu méjugés. Il y a des affaires. Oui, ok, bon. Mais ça, pour moi, ça ne fait pas un livre. Et donc, ça tombe bien parce que ce n'est pas mon livre. Je ne parle pas du tout de ça. À chaque fois que je parle de MeToo ou de la séquence dans laquelle nous sommes, je prends toujours la défense de cette séquence. Je dis qu'elle est une séquence absolument utile, progressiste, émancipatrice. Donc je ne suis pas en train de dire les excès de MeToo, puisque je ne fais pas partie de ces gens un peu réactionnaires ou conservateurs qui, dès qu'un mouvement émancipateur se met en branle, n'ont de cesse que d'en condamner les excès. Je ne fais pas partie de ces gens-là, puisque je suis de gauche radicale, et je suis du côté de l'émancipation. Donc la séquence MeToo, elle est une séquence positive, et qui, comme toute séquence d'émancipation, produit un certain nombre d'écueils, mais c'est toujours comme ça. Donc c'est pas ça que je dis. J'essaie plutôt, par exemple, par rapport au fait que moi je dis pas des gens ont été incriminés à tort, oh là là les pauvres petits chouchous. Non, j'ai pas écrit un livre de Frédéric Becbédé. J'ai pas écrit un tweet ou un post Facebook de Nicolas Bedos. C'est pas ça que je fais. Si on lit le livre, c'est pas ça que je fais. J'essaie en revanche de décomposer et de scanner presque psychologiquement quelle peut être parfois notre attitude par rapport à ces affaires-là. Et je pense qu'on a des affects tous très troubles. Donc j'essaie de me scanner moi-même quand je prends connaissance d'une nouvelle affaire MeToo et que sous couvert de solidarité féministe et d'indignation contre les prédateurs, je pense que s'active en moi un certain voyeurisme. Et je pense que je ne suis pas le seul. Et la deuxième chose que j'essaie de décomposer, et dont effectivement les deux articles de presse assassins à ce jour se sont bien gardés, sur lesquels ils sont bien gardés d'épidoguer, c'est comment je vois aussi que c'est devenu un marketing pour la presse. Qu'il y a tout un business des affaires MeToo dans la presse elle-même, que ce soit du côté de Mediapart, de Libération et de tout un tas d'autres supports qui ont pratiquement mis la traque au VSS comme une espèce de ligne éditoriale qui est par ailleurs assez lucrative, je pense, qui rapporte des ventes. Donc je prends par exemple un exemple précis, plutôt que de faire des grandes généralités comme Caroline Forest sur MeToo, quand même, c'est bien mais bof, hein, c'est bien mais pas, mais point trop d'infos, juste milieu, pondération, cercle de la raison. Moi, c'est pas ça que je fais. Je raconte un truc précis, par exemple, la façon dont un article est sorti sur le milieu du punk rock sur Mediapart. Voilà, et j'essaie de recomposer comment il y avait une espèce de fabrique structurelle de malhonnêteté. J'essaie d'être précis, comme j'essaie toujours de l'être. Je me mettais à la place du journaliste. Le journaliste, on lui a dit, tiens, va un peu voir du côté du milieu du punk rock, parce que ça ne doit pas être très très clair tout ça. Il doit bien y avoir des histoires là-dedans, de prédation, de mal toxique, tout ça, parce que c'est quand même des milieux un peu interlopes, un peu rudes. Alors il doit bien y avoir des violences sexuelles là-dessus. Bon, ils avaient pas beaucoup de chances de se tromper. Des violences sexuelles, il y en a partout. Bon, c'est un fléau. Ce que j'ai toujours dit et depuis très longtemps. Et donc, le problème, c'est qu'il commence à chercher, il commence à enquêter, puis en fait, il trouve quand même un mec, un tourneur, qui s'est souvent mal comporté avec des femmes, desquelles on portait plainte ou pas, mais en tout cas témoigne, et bon, très bien. Mais il fait un peu chaud gras, le mec, quoi. Alors, il est payé par Mediapart pour rapporter les infos, il n'en a pas. En tout cas, il n'en a pas assez. Alors, il va aller gratter des fonds de tiroir qui n'ont plus rien à voir avec l'histoire. Et donc, par exemple, il va aller gratter par témoignage de machins qui auraient dit que
que tel chanteur du punk rock, que je trouve qui se trouve être une connaissance de moi d'ailleurs, et donc j'ai vu les effets qu'avait fait cette histoire sur sa vie et sur la tenue de son groupe de punk rock, eh bien oui, qu'une compagne à lui d'il y a 10-15 ans se plaindrait du fait que peut-être un soir il avait couché sans capote, etc. Donc on n'est plus du tout dans le milieu punk rock, on n'est plus du tout dans une violence sexuelle et sexiste caractérisée, mais comme on ne trouve pas grand-chose, eh ben on va ramener ça. Et au moins il y aura quelque chose dans l'article, parce qu'il faut justifier le salaire. Vous voyez, donc ça c'est des comportements techniques et qui ne sont pas à mettre des gens à l'honneur du journaliste en question ou de son employeur. Ce qui fait qu'au bout du compte, des oui-dire, de machin, de trucs, de la compagne avait dit que la voisine du cousin a dit que machin avait fait ça, et ben fait que ce groupe, ce chanteur et son groupe ont été cancel dans une grande partie du milieu punk rock et que c'est encore maintenant très compliqué pour lui. Je ne pleure pas sur lui, en tout cas pas dans le texte que j'écris dans Comme une nulle. Par ailleurs, voilà, j'en pense que j'en pense et ça m'a affecté de telle ou telle manière dans ma vie privée, mais dans le livre, c'est pas ça que je dis. Je dis pas, ah là là, le pauvre chanteur qui se trouve maintenant ne pas pouvoir sortir de chez lui et ne plus pouvoir faire de concert. J'essaie de décomposer ce petit mécanisme qui fait que c'est pas MeToo qui produit des écueils, c'est plutôt le business MeToo. Voilà. C'est le business MeToo qui est devenu un peu une poule aux œufs d'or pour certains supports économiquement fragiles, comme par exemple Libération. Voilà. Donc, peut-être que ça méritait d'être disséqué, ça. Des féministes s'interrogent. Comment justifies-tu l'usage d'une rhétorique dégradante, même dans l'humour? Ne crois-tu pas que cela alimente précisément le type de misogynie que tu dénonces? Bon, j'espère que si vraiment Là, tu dis que des féministes s'interrogent sur le fait que... Elles s'interrogent sur le fait que... Elles s'interrogent, s'inquiètent qu'une blague de cet acabit-là, finalement, colporte des clichés misogynes ou des clichés phallocrates, lesquels pourraient avoir des conséquences sur, disons, la diffusion de la phallocratie générale. Elle s'interroge sur comment moi je justifie. Eh bien, si elle s'interroge sur comment moi je justifie, comme je ne me suis pas exprimé sur cette affaire depuis son début en plusieurs étapes depuis 4 ans, je leur propose de lire mon livre. Si vraiment elles s'interrogent sur la façon dont moi je justifie. Sachant qu'elles ne trouveront pas chez moi de justification, puisque ce n'est pas du tout un livre d'auto-justification, c'est un livre d'analyse, où j'essaie de m'objectiver moi-même, j'essaie d'objectiver d'autres gens, j'objective, comme je l'ai toujours fait dans pas mal de mes livres, y compris sur moi. Moi, j'aime bien m'auto-disséquer, avec le plus d'honnêteté possible, autant d'honnêteté qu'en est capable un individu sur lui-même, sur son propre compte. J'essaie de le faire. Et j'interroge, je questionne ce que j'appelle le paradigme du continuum. Parce qu'en fait, c'est à ça qu'on a affaire. Vous avez une toute petite blagounette, comme ça, là, une blague, voilà, on peut jouer de mauvais goût, tout ce qu'on veut, mais c'est une blagounette de 2 lignes sur un forum. Par ailleurs, pas très visible. C'est quand même un espace public quand même relativement confiné, on va dire. D'ailleurs, c'était pendant le confinement, ce qui sans doute a dû jouer dans sa visibilité. Dans sa visibilité non prévisible. Et donc, il y a ce fameux continuum, c'est-à-dire qu'effectivement, il y aurait qui vole un œuf, vole un bœuf, quoi. Ou qui vole un œuf crée les conditions de possibilité d'un vol de bœuf. Qui fait une petite blague, d'une certaine manière, participe à un ensemble qui s'appellerait la domination masculine, laquelle produit des violences sexuelles, des prédateurs sexuels, des mâles toxiques, des pervers narcissiques, tout ce qu'on veut. C'est-à-dire le spectre ou le nuancier infini, hélas, je dirais, de la violence masculine ou de la violence patriarcale. Ce que je dis dans le livre, c'est que moi, je laisse la porte ouverte à l'hypothèse du continuum. Ce que je dis, c'est que ça ne peut être qu'une hypothèse. C'est une hypothèse invérifiable. C'est une hypothèse invérifiable. Je prends comme comparaison l'éternel débat qui existe depuis que les jeux vidéo existent, à savoir, est-ce que les jeux vidéo de guerre créent des affects guerriers ou des tempéraments guerriers qui seraient susceptibles de conduire le gamer à commettre des vraies violences, ou en tout cas participeraient de la violence effective du monde, ou est-ce qu'au contraire, disent d'autres psychologues ou d'autres pédiatres ou d'autres je ne sais pas quoi, disent, est-ce que finalement les jeux vidéo de guerre servent d'exutoire à des affects guerriers, de catharsis, qui fait que du coup, ces affects guerriers sont neutralisés
et empêche ces gens-là qui avaient peut-être une petite violence en eux de commettre de réelles violences. Ce débat, il est vieux comme les jeux vidéo, il n'a jamais été résolu, il est insoluble. Le débat du continuum est donc insoluble. Ce que je constate, c'est que des gens, alors que ce débat est insoluble, il est purement spéculatif, ont décidé de le trancher. C'est une erreur intellectuelle. Et donc, ils ont décidé qu'il y avait continuum, que c'est ce genre de blagues, ces genres de blagues participent de l'édifice patriarcal général. Au titre de quoi, évidemment, on condamne ces blagues. Et on les condamne parfois même avec autant de virulence qu'on condamnerait le vol d'un bœuf ou un viol. Ce qui est tout à fait étonnant quand même. On manque un tout petit peu de mesure dans cette affaire. Hein. Je veux dire, on entend... il y a des mots qui sont prononcés. À un moment, je transcris, je copie-colle le fil Twitter qu'a ouvert Ludivine Bantini cette affaire. Bon, je veux dire, il y a des mots comme abjection, des choses comme ça, où je me dis, mais il restera quoi comme mot le jour où j'aurai violé quelqu'un? C'est quoi plus qu'abject, en fait? Parce qu'il y a dégueulasse, il y a abject, il y a sordide, il y a horrible. Oui, mais alors pour un viol, il reste quoi comme vocabulaire? Donc, bon, attention, on est sur Twitter, donc on est à Hysteriland. On est dans l'hystérosphère. Donc, les gens ne brillent en général pas beaucoup par leurs mesures sur les réseaux sociaux. Donc, je le comprends. En plus, c'était sans doute sur le coup de la colère. Donc, pardonnons à ces gens, je les bénis. Mais quand même, c'est tout à fait étonnant. Voilà déjà la première chose que je pourrais dire sur le continuum. Et par ailleurs, moi, dans le livre, je reviens sur cette blague. Je reviens sur cet énoncé, parce que c'est un énoncé. Et j'essaie de le disséquer. Et j'essaie de voir ce qui est vraiment au travail dedans. Parce que la question pourrait être de savoir, mais finalement, à travers cette blague, est-ce qu'il n'est pas en train d'exprimer sa misogynie profonde? C'est une question qui se pose. Bien sûr, moi, toutes les questions m'intéressent, du moment qu'on les aborde calmement. Est-ce que quelqu'un qui fait une blague raciste, il n'est pas, entre autres, il veut faire rire ses potes, il veut faire le malin, comme quand on fait une blague, quoi. Mais est-ce qu'il ne serait pas un peu aussi en train d'exprimer un petit fond raciste? Peut-être, peut-être qu'on est en train que j'exprime un fond misogyne quand je fais cette blague misogyne. Mais premièrement, il vaut peut-être mieux que je l'exprime par blague que par d'autres attitudes. On pourrait se dire ça. Donc on reviendrait à l'hypothèse de la blague exutoire ou la blague catharsis ou la blague qui neutralise des affects violents qui du coup ne se traduiront pas par des réelles violences. Donc on pourrait presque s'en réjouir. Et deuxièmement, quand j'analyse cette blague, j'essaie d'en faire vraiment l'autopsie, en quelque sorte, on pourrait presque dire ça. Je ne pense pas que ce soit un fond misogyne qui s'exprime. En fait, physiquement et érotiquement, quand je formule ces deux lignes-là, comme à chaque fois que je formule des blagues misogynes ou des blagues homophobes ou des blagues racistes, parce que je suis assez prodigue dans le privé de ce genre de blagues, je le dis. Et je dis même un peu plus tard, d'un point de vue très nietzschéen, que je m'inquiéterais beaucoup pour ma vitalité le jour où je ne ferai plus ces blagues. Et je le maintiens. Bon, donc quand je fais ces blagues, moi je pense qu'en fait, c'est pas un fond raciste qui s'exprime, ni un fond misogyne, ni un fond homophobe. Je pense que c'est plutôt un goût pour la trivialité. Ce qui m'intéresse, à mon avis, érotiquement, ce que j'entends par érotiquement, c'est ce qui vous émoustille sensuellement quand vous faites les choses. C'est une conception un peu large d'érotisme. Quand je formule ces deux lignes, il n'y a que le train qui ne lui est pas passé dessus, puisque c'est à peu près ça, parce que ça vient, moi, d'une expression que j'ai toujours entendue. Ah il n'y a que le train qui ne lui est pas passé dessus. Et c'est une expression, quand je l'entendais quand j'avais 12-13 ans, dans les films, dans les sketchs ou dans la vie, qui me plaisait. J'ai toujours aimé cette expression. Mais parce que je pense que j'aime une certaine trivialité, y compris une certaine trivialité sexuelle. Bon, alors est-ce que c'est mal d'aimer une certaine trivialité sexuelle? Je pose la question. Je m'interroge aussi sur le livre. C'est un livre qui s'interroge beaucoup, qui s'auto-analyse beaucoup, mais qui n'est jamais dans le registre de 1, l'incrimination d'autrui, 2, l'auto-justification de l'auteur. Bon, s'il y a des gens que ça intéresse de décomposer un peu ces choses-là, par exemple, je prends un autre exemple, je vais m'autociter. J'analyse, j'espère assez précisément, le vieux goût que j'ai pour une blague. Je crois que j'ai connu cette blague, j'avais 10 ans. Et en fait, régulièrement, j'adore la raconter depuis cet âge-là, c'est depuis très longtemps. La blague de deux Noirs qui sont sur le pont de San Francisco. Pourquoi San Francisco? Parce que c'est un pont très élevé. Oui, je ne vais pas avoir peur de la raconter. Et alors, ils pissent depuis ce pont. Et il y en a un qui dit « The water is cold » et l'autre répond « and deep ». Je raconte cette blague, je raconte pas cette blague, je l'expose dans le communiqué. Et j'essaie de disséquer le goût que j'en ai. Comment ça se fait que j'aime tellement la raconter?
comme je viens de le faire encore une fois avec un plaisir non dissimulé. Alors, est-ce que c'est parce que, évidemment, elle repose sur un cliché raciste, à savoir la taille proéminente des sexes de personnes noires, d'hommes noirs. Ok, c'est un cliché raciste. Donc, je reconduis ce cliché à travers cette blague. Est-ce que ça veut dire que j'adhère à ce cliché? Pas à ma connaissance. Je n'ai pas vraiment d'avis sur la question. Et quand bien même j'en aurais un, je trouverais tout à fait inintéressant de l'exprimer. Pas vraiment l'intérêt, en fait. Voilà. On pourrait aussi dire que c'est un cliché un peu post-colonial, parce que dans une certaine littérature coloniale, il y a toujours eu une littérature qui est toujours très sexuelle. Comme on sait, il y a toujours eu un soubassement sexuel au racisme, hein. Je ne reviens pas là-dessus. Je l'ai analysé par ailleurs. Et puis d'autres gens que moi ont mieux analysé que moi. Donc est-ce que je ne reconduirais pas un cliché colonial sur finalement les Africains, ces espèces de bêtes un peu fornicatrices, ces prédateurs sexuels en puissance, une espèce de sexualité comme ça un peu profuse et incontrôlée qui fait que les colons avaient peur que ces bêtes leur piquent leurs femmes. Bon, toujours une espèce de compétition autour des femmes, hein, dans le racisme, comme on sait. Oui, peut-être que je suis en train de nouveau véhiculer ça. Oui, peut-être, oui. Bon, on ne sait pas trop. Moi, ce que je crois à coup sûr, c'est que d'abord, j'aime la mécanique de la blague. Parce que il y a toujours un truc qui me fait beaucoup rire dans les blagues, c'est la surenchère. C'est-à-dire que tu es arrivé à un cran et tu crois que c'est la fin, et hop, on en rajoute une couche. Moi, ce schéma-là de dénoncer marche à tous les coups avec moi. Et donc là, on est exactement là-dedans. C'est The Water is Deep, c'est déjà drôle. The Water is Cold, c'est déjà un peu drôle. Enfin, pour ceux que ça ferait marrer, hein, qui sont sans doute des individus régressifs comme moi. And Cold, non, c'est le contraire. And Cold, and Deep. Bon, par ailleurs, j'explique dans la blague que, dans la page, que je pense que le fait que ce soit en anglais ajoute à la drôlerie. Je crois parce que c'est plus elliptique, lapidaire. Donc, ce que j'essaie d'expliquer et d'analyser, parce que sinon on est trop dans les généralités, c'est que parfois, chose que les moralocentriques ont du mal à envisager, que j'appelle par ailleurs les politimanes ou les sociomanes, c'est qu'il peut y avoir des blagues gratuites. Des blagues qui ne font rire et qu'on aime dire et entendre que par leur technicité intrinsèque, par leur espèce de mécanique intrinsèque de drôlerie. Et oui, c'est possible. Alors peut-être que ces blagues, au bout du compte, charrient des clichés. Et qu'à ce titre-là, on pourrait se demander s'il est judicieux de les colporter. Il n'en restera pas moins vrai qu'à chaque fois que je me raconterai à moi-même ces blagues dans l'intimité, et là, il n'y aura plus l'histoire de colporter la blague, il n'y aura plus de problème du fait que ça pourrait offenser des gens ou attiser encore un peu plus les clichés racistes, puisque c'est à moi-même que je vais me la raconter. Quand je me la raconte à moi-même, tout seul chez moi, et qu'elle me fait encore un peu rire, ben, c'est dans sa mécanique propre. Et ça, c'est vraiment très compliqué à comprendre pour les moralocentriques, qu'il puisse y avoir de la gratuité. Je pense que le scandale de l'humour, d'ailleurs, c'est sa gratuité. Et on dit souvent des gens très drôles, pour un bon mot, je tuerais père et mère. Mais oui, un comique, sa religion, c'est le rire. Et c'est de faire rire. Parce que ça lui procure une jouissance extraordinaire. Et par ailleurs, quand c'est son métier, ça permet d'alimenter ça fait son beurre. Mais, ben oui, donc, du coup, un comique, il est prêt à faire feu de tout bois, à tout déglinguer dans ses blagues, quoi qu'il en pense par ailleurs. Donc oui, un comique qui serait absolument pas homophobe peut rire, produire une blague homophobe du moment qu'elle est bonne. Et alors, et dans ce cas-là, des gens vont lui dire, mais tu serais pas un peu homophobe au fond? Et il va dire, désolé, mais non, non, pas, je pense pas être plus homophobe que quiconque. Cette blague, elle est bonne, non? Et j'ai pas pu m'empêcher. Désolé, je- comment dire, c'est un tropisme chez moi, le tropisme comique. Mais je pense que des gens qui ne ressentent pas ça, qui n'ont pas ce talent comique, ne peuvent pas comprendre ça, ne peuvent pas comprendre de l'extérieur ce que c'est que le démon du comique, qui moi m'a toujours fasciné. Moi, les comiques me fascinent de toute façon depuis très longtemps. Une des objections qui revient aussi, c'est ta convocation de Nietzsche, qui ne serait pas appropriée à gauche. Ouais, si tu veux, pardon, mais moi je veux bien répondre à cette objection. Si on était dans un monde parfait, qui ne sera jamais effectif, ou plutôt que de dire utilisez Nietzsche, il prendrait une page d'un livre que j'ai écrit, ou une page d'article, ou peut-être éventuellement un fragment de conférence ou d'entretien, pas une petite phrase, hein, pas 3 mots, mais
2-3 minutes de raisonnement quand même. Et, ah tiens, ça, c'est un raisonnement plutôt d'obédience nietzschéenne. Le raisonnement consiste à dire ceci, et ceci nous paraît contrevenir à des options marxistes ou à des options révolutionnaires. Et là, je répondrais volontiers. Mais là, dire, utiliser Nietzsche, je ne sais même pas de quoi on parle. Je ne sais même pas de quoi on parle. Moi, d'ailleurs, en plus, comment dire, finalement, leur seul matériau de départ pour me faire cette objection, c'est pas tant des raisonnements nietzschéens que je peux tenir ici ou là, et qui leur poseraient un certain nombre de problèmes, mais c'est le fait que moi-même, j'ai parfois dit incidemment dans tel ou tel entretien que j'étais un grand lecteur de Nietzsche. C'est tout. Et par ailleurs, donc du coup, eux, attention, s'active un truc en eux un peu imprécis et qui est un peu un raisonnement de militant que je connais bien. Ça va, ah oui, donc Nietzsche. Alors attention, Nietzsche active chez eux pavloviennement le. Bon, d'abord Nietzsche de gauche, bof, bof. Bon, Nietzsche un peu, oui, c'est quoi, volonté de puissance, un peu trouble quand même. Hein. Nietzsche, par ailleurs, n'a jamais brillé par son adhésion au mouvement ouvrier. Il en a même dit des choses plutôt négatives. D'ailleurs, j'ai souvent dit que Nietzsche était absolument débile sur ces questions-là, pour la raison simple qu'en fait, il ne connaissait rien au mouvement ouvrier, et qu'il le voyait un petit peu de loin, comme un petit bourgeois prussien qu'il était, qui ne comprenait rien à tout ça. En fait, qui n'a pas compris euh, de quoi était fait véritablement le mouvement d'émancipation ouvrière qui était en train de se mettre en place et de s'organiser dans les années où Nietzsche a vécu. C'est-à-dire, en gros, entre 1860 et 1890. Voilà, c'est tout. Donc en fait, de quoi est-ce qu'ils me parlent? Moi, j'adorerais avoir ce débat avec eux, mais vraiment, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire mon nietzschéisme et qu'est-ce qui vous paraît contrevenir au marxisme ou, je sais pas, à des idéaux révolutionnaires dans ce que je dis de Nietzsche? Euh, Est-ce que, par exemple, s'ils lisaient, je ne prends que cet exemple-là, Boniment. Boniment, c'est l'essai d'avant que j'avais fait. Un, est-ce qu'ils l'ont lu? Ok, admettons qu'ils l'aient lu. Deux, qu'est-ce qu'il y a de nietzschéen là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a dans cette espèce de carte fragmentaire, et j'espère quand même un tout petit peu complète, en tout cas un peu riche, du monde capitalisme dans lequel nous vivons? Qu'est-ce qu'il y a de nietzschéen là-dedans? Si Nietzsche lisait un livre comme Boniment, si le pauvre Nietzsche se réveillait parmi nous, ressuscitait d'entre les morts, et lisait un livre comme Boniment, il serait consterné. Il disait, mais qu'est-ce que c'est que ce type qui nous parle de capitalisme, de lutte des classes, de classe, de rapport économique, alors que Nietzsche n'a jamais réfléchi en ces termes-là. Jamais, jamais. Il trouverait ça totalement abscon. Il y verrait une espèce de pensée ressentimentale socialiste. Nietzsche, par ailleurs, n'avait pas complètement tort de voir dans un certain socialisme ou une certaine façon d'investir le socialisme, ce qu'on appelait génériquement le socialisme au XIXe siècle, qui incluait ce que nous appelons le communisme. Il n'avait pas complètement tort de voir qu'il y avait parfois un ressort ressentimental dans ce mouvement-là. Ça, je pense que c'est très intéressant pour quelqu'un de gauche d'entendre ce regard-là de Nietzsche. J'ai toujours dit ça d'ailleurs à propos de Nietzsche. J'ai toujours dit que Nietzsche n'était pas de gauche, mais que Nietzsche faisait toujours du bien à la gauche et qu'il est toujours bénéfique pour quelqu'un de gauche de, de connaître l'angle de vue nietzschéen. Connaître ne veut pas dire y adhérer. Ça veut dire que, ah tiens, c'est intéressant, ça m'éclaire sur quelque chose. Voilà, donc on en est, tu vois, je suis obligé de faire une réponse finalement particulièrement évasive parce que je ne sais pas de quoi on parle. Je finirai en disant, eux-mêmes, on passe par Nietzsche pour poser cette objection. Parce que ça fait bien d'en passer par Nietzsche, y compris à titre d'objection. Mais c'est pas ça qu'ils veulent dire. Le fond de l'affaire est beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. Euh, Laissons Nietzsche de côté. Ne le mêlons pas à cette sombre histoire. Les militants, ceux qui sont particulièrement politico-centriques, et donc qui mettent la politique et l'engagement politique et l'entreprise politique au cœur de leur vie et de leur pensée, ceux-là me reprochent d'être un tout petit peu trop décentré par rapport à ça, de parfois être un peu en position excentrique ou excentré par rapport à cette centralité de la politique. Je me suis souvent expliqué là-dessus, c'est moi, c'est mon tempérament. Il se trouve que oui, je ne suis pas complètement vectorisé par la grille politique sur le monde et qu'il m'arrive de faire des sauts dans la critique de cinéma, la critique littéraire, que, encore une fois, dans Commune Nulle, je passe pas mal de temps à parler d'art et tout ça. Et oui, c'est... Voilà. Je suis comme d'autres penseurs, d'ailleurs, qui peuvent alterner les plaisirs entre des livres plus spécifiquement politiques et des livres un peu moins.
Voilà, mais c'est vrai que je n'ai jamais voulu totalement me laisser totalement absorber par les paradigmes politiques. Bon, j'ai l'impression que ça les empêche de dormir. Ils ont tort. Je veux dire, chacun sa vie, chacun son tempérament. Je pense que par ailleurs, de là où je parle, ça peut peut-être apporter quelque chose à l'effort politique général. Je pense que d'ailleurs, pas mal de gens continuent à le penser. Mais c'est vrai que les militants stricts, purs et durs, qui ont presque quand même une conception un peu instrumentale de la pensée. Il faut que la pensée serve à quelque chose, il faut qu'elle serve à l'effort politique, il faut qu'elle serve à l'effort militant, il faut qu'elle serve à l'entreprise révolutionnaire. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas que la pensée doit absolument s'instrumentaliser comme ça. Elle n'est pas subordonnée à la politique. La pensée, elle est subordonnée à elle-même. Et elle est subordonnée à une chose, la pensée, à la justesse, à la vie. La tâche fondamentale de la pensée, c'est de dire le juste, de dire la justesse, de capter de la vie, de mettre la vie dans les phrases et d'aider à mieux voir la vie, à mieux la comprendre, à mieux l'éclairer, à mieux l'honorer aussi, à mieux honorer la vie, honorer la richesse du vivant, honorer, enfin aussi faire droit à l'horreur de la vie, à l'horreur, y compris l'horreur sociale, l'injustice, tout ça. Mais on voit bien qu'on est dans les mêmes tempéraments. Et de fait, mon livre parle beaucoup de ça. Je veux dire, en gros, au bout du compte, par rapport à des militants pur jus, oui, je suis en écart par rapport à ça. Je ne comprends pas pourquoi cet écart les met tellement de mauvaise humeur. En même temps, je dis que je ne comprends pas, mais je comprends parce que ça fait très très longtemps que j'entends cette objection-là. Mais je pense que, franchement, ils ne devraient pas se mettre dans tous leurs états par rapport à ça, quoi, qui continuent à lire des livres strictement marxistes. Et voilà, chacun occupe sa vie comme il l'entend. Est-ce que tu utilises l'art comme excuse? Bon, d'abord, il faut quand même calmer le jeu tout de suite. À aucun moment, je n'ai prétendu, ni dans le livre, ni en dehors du livre, que ma blague était de l'art. Donc, l'idée n'est pas du tout celle-ci, n'est pas du tout « Ah là là, vous, les fâcheux, moralisants, les imbibés de moraline, vous n'avez pas vu le geste artistique qui était ces 2 lignes de forum et au titre de quoi vous m'aspergez de vos anathèmes parce que vous n'avez pas compris que moi j'ai été un artiste. À aucun moment je dis ça. Cette blague ne participe pas de l'art, elle participe à peine d'ailleurs de l'humour, au sens où c'est quand même de l'humour de bas étage, ça ne fera pas de date dans l'histoire du comique. Il faut resituer cette blague. C'est une réplique de forum. C'est ni plus ni moins que ça, et c'est ce que j'essaie de restituer un petit peu dans le début du livre. Donc c'est pas ça. C'est pas à ce titre-là que, au bout du compte, mon livre finit par parler d'art. C'est pas du tout à titre de défense personnelle ou à défense de cette blague. Faut pas du tout faire ce lien-là. Le lien, il est que le fil conducteur de livre, c'est vraiment la morale. Et comment la morale, du bon usage de la morale dans tel ou tel domaine, du bon usage de la morale dans le féminisme. Donc j'interroge le féminisme que j'appelle moral, j'en donne à la fois la pertinence et les limites, du bon usage de la morale dans l'humour, où là vraiment la morale me paraît plus que jamais hors de propos. L'humour est justement ce qui excelle d'être par-delà bien et mal. Ça vraiment je le pense, même si ce qui n'empêche pas qu'on doive prendre socialement un certain nombre de précautions quand on est en société et qu'on ne peut pas faire n'importe quelle blague. C'est ce que je mets un moment. Je veux dire, si les gens sont en train de promouvoir une espèce de bon sens populaire que tout le monde a tout à fait admis, c'est que n'importe quelle blague ne peut pas être produite dans n'importe quelle situation. Oui, je donne des exemples. Je dis oui, si effectivement, je ne sais pas, j'ai affaire à une grand-mère dont les parents sont morts à Auschwitz et que je la visite à l'hôpital ou ailleurs ou chez elle parce que ceci, cela, eh bien, je ne vais pas faire des blagues sur Auschwitz. Parce qu'il y a aussi des blagues sur Auschwitz, ça existe. Toutes les blagues sont possibles. L'humour noir, ça existe. Bon. Et d'ailleurs, comment dire, comme on dit souvent, les Juifs ne sont jamais les derniers à faire des blagues sur Auschwitz. Mais en l'occurrence, ce serait tout à fait malveillant, de mauvais goût, de faire cette blague en présence de cette pauvre femme, etc. Je sais me tenir. Je suis bien éduqué. Donc si c'est ça que prouvent les gens, je suis tout à fait d'accord. En revanche, le comique en lui-même ne devrait pas toujours être jugé à travers ce prisme finalement de bonne conduite sociale, quoi, de bonne façon de gérer la sociabilité sur lequel tout le monde est à peu près d'accord. Comment articules-tu donc la question de l'art et de la morale? Ce qui m'intéressait, c'était donc de faire aussi le lien entre la morale et l'art. Dans quelle mesure peut-on demander des comptes moraux à l'art? Et je questionne ça.
Et je dis bien que pour moi, l'art n'est pas au-dessus de la morale, simplement il se donne sa morale propre. La morale que se donne l'art n'est pas en stricte continuité de ce que j'appelle la morale sociale, c'est-à-dire en gros le bon sens moral qui est à court dans n'importe quelle société et qui est presque nécessaire pour qu'on puisse vivre à peu près les uns à côté des autres sans s'entretuer. Voilà. Il y a des règles élémentaires de morale, de respect, de retenue, d'empêchement qui sont à la base de n'importe quelle société, fût-elle la plus injuste ou la plus violente, mais il y a quand même un peu des règles de vivre ensemble, comme on dit, bêtement. Je pense que tout artiste est travaillé par des questions morales. Simplement, c'est des questions qui se reformulent dans les coordonnées de l'art. Voilà ce que j'essaie de travailler dans le texte. Parce que ça demande du travail, ça demande des pages, et c'est pour ça que ce livre est si long. Par ailleurs, je m'étonne quand même beaucoup, mais plus rien ne m'étonne, qu'à moi, on puisse faire le procès, même de loin, même sans avoir lu le livre, de promouvoir l'art pour l'art et un art, et de me réfugier dans les hauteurs de l'art pour l'art pour me mettre hors de portée de la ville politique ou de la ville morale. Si j'étais Sylvain Tesson, je comprendrais qu'on puisse me faire ce procès-là, parce que lui, c'est ce qu'il répond toujours. Ça va, moi, je fais de l'alpinisme. D'ailleurs, lui, c'est les hauteurs au sens littéral du terme. Et donc, la bave la bave des crapauds politisés de gauche ne m'atteint pas parce que moi, je suis dans d'autres considérations. C'est quand même de François Bégodeau qu'on parle, pardon de parler de moi à la troisième personne, celui qui a écrit un livre qui refaisait droit, alors que c'était plus très à la mode, à l'idée qu'il y a des classes sociales, qui essayait de réintroduire dans le débat public la notion de bourgeoisie. Donc je parle d'Histoire de ta bêtise, qui est un de mes essais les plus visibles, lequel livre m'a valu quand même l'anathème de la bourgeoisie en question. Donc, il m'a identifié immédiatement comme quelqu'un qui allait au contraire au combat politique, qui se mêlait un peu de la mêlée et qui du coup prenait des coups et qui du coup essuyait un certain nombre de punitions, en tout cas de représailles, chose que j'assume très bien et que je trouve de tout à fait bonne guerre. Donc, je ne m'en plains absolument pas. Enfin, quand même, je veux dire, on parle de quelqu'un qui fait, dont on trouvera en ligne des dizaines, voire plus de conférences politiques se mêlant de la politique, mettant les mains dans le cambouis de la politique, en tout cas dans le cambouis des débats politiques en question, disant parfois des choses qui, je crois, ne sont pas totalement consensuelles sur ces questions-là. Donc c'est bizarre de soupçonner de près ou de loin le fait que je pourrais être dans une espèce de définition de l'art qui l'accepterait, qui l'affranchirait totalement, qui le délesterait de cette saleté de politique. Au contraire, j'essaie, dans la dernière partie du livre, de nouveau m'interroger sur ce que pourrait être la jonction entre la politique et l'art. Dans quelle mesure est-ce que l'art pourrait participer de l'effort politique? Mais il est bien vrai que dans ce raisonnement-là, je commence par porter un certain nombre de coups à ce que j'appellerais la saisie militante de l'art. La saisie militante de l'art, c'est celle qui instrumentalise l'art et qui demande en gros à l'art de dire, avec des jolis mots, les mots d'ordre militants. Cette conception de l'art et cette jonction-là de l'art et de la politique, je la réfute, parce que je pense que tout le monde y perd, à la fois la politique et à la fois l'art. Donc j'essaie de voir en quoi un art pourrait être politique avec ses moyens propres. Avec ses moyens propres. C'est ça que j'essaie d'étudier à travers quelques livres, à travers quelques films, etc. C'est un travail compliqué, parce que du coup, quelle pourrait être une saisie politique de l'art qui serait vraiment intéressante et qui serait vraiment, comment dire, à l'intérieur même de l'esthétique, plutôt que de lui faire des procès, je dirais, dans l'indifférence totale de la proposition esthétique à laquelle on a affaire. Et je termine le livre en me disant quelle pourrait être une saisie féministe de l'art. Comment est-ce qu'on pourrait avoir une grille féministe appliquée aux œuvres d'art qui ne consiste pas à faire ce que font maintenant tous les gens et de façon assez médiocre, je trouve, à savoir à compter un peu les points, à compter un peu les points féministes et à cocher un peu les cases. Parce que la bourgeoisie s'est beaucoup mise à faire ça. Dans la critique bourgeoise de cinéma, tout le monde, ils ont maintenant tout à fait intériorisé et assimilé le fait que c'était vachement bien de noter quand même qu'il y avait pas mal de personnages féminins importants. C'était quand même vachement bien de voir que, ah ouais, c'est une femme qui filme, donc c'est pas du male gaze. C'est bon, le petit outillage féministe, la bourgeoisie l'a complètement intériorisé. Et ils savent le resservir à dessein. Et d'ailleurs, même dans la production, tu trouveras maintenant des producteurs qui étaient des masculinistes éperdus il y a encore 5 ans, qui le sont toujours, mais qui ont compris que c'était plus trop l'air du temps, et qui vont dire, non, mais ça manque un peu de point de vue féminin, votre scénario là que vous me demandez de produire. Tu vois, c'est devenu des arguments. Donc moi, j'essaie de remettre de la puissance là-dedans, c'est-à-dire plutôt d'accréditer cette espèce de lecture
à la petite semaine de lecture féministe, à la petite semaine des œuvres d'art, de voir qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire une saisie puissamment féministe de l'art et qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire un film véritablement féministe. Et je prends des exemples. Je prends par exemple Kelly Reichardt, qui est une de mes cinéastes favorites. Je prends par exemple Sophie Le Tourneur. Je prends aussi des films d'hommes, parce qu'à la rigueur, les cinéastes femmes n'ont pas le monopole d'un questionnement de genre. Et donc, on trouvera pas mal d'exemples comme ça. Bon, tout ça demande un peu de boulot, tout ça demande ça demande des pages, et ça fait un livre. Et si l'extrême droite t'invite pour parler du livre, afin de profiter de ta critique de la gauche morale et essayer de te récupérer? Écoute, à l'heure où tu me poses la question, en fait, tu sais, j'ai sorti pas mal de livres, donc je commence à avoir un peu de bouteille pour juger de ce que va être la tonalité d'une sortie. Ça peut même parfois s'anticiper avant même que le livre soit disponible en librairie, parce que tu as déjà des bruits un peu en amont par rapport à des petits retours sur les journalistes, etc., que te relaie l'attaché de presse. Donc, je peux déjà faire un bilan qui, je crois, ne sera pas démenti, ne changera pas fondamentalement dans les semaines à venir. Là, on est à, ouais, je pense, 2 semaines de vie du livre. Bon, oui, je pense qu'on peut faire un bilan. Premièrement, la gauche radicale, soit par réprobation, soit je ne vais pas me mêler de cette histoire. Moi, je n'en pense pas moins. Moi, a priori, Bégodeau, ça va, ça reste un pote. Mais bon, j'ai pas envie de me mettre mal avec des gens qui seraient hostiles à ce monsieur. Donc, la gauche radicale ne m'invite pas. Elle ne m'invite pas en librairie. Donc, tu as des librairies, tu sais, qui sont parfois un peu connotées militantes. J'ai fait pas mal d'interventions dans ce genre de librairie ces quelques dernières années. Là, clairement, il n'y aura pas d'invitation venant de ce réseau-là de librairies. Et par ailleurs, les médias affiliés à la gauche radicale, je pense, quoi qu'ils en pensent eux-mêmes, encore une fois, mais c'est plus par prévention et par prudence, ne m'inviteront pas. Il n'y aura pas d'invitation aux médias, il n'y aura pas d'invitation à Blast, il n'y aura pas d'invitation. Alors peut-être plus à QG, parce qu'avec QG, j'ai un rapport d'amitié. Mais ça, on verra. Donc, ça, première chose. Gauche radicale, hop, on zappe. Je passe sur quelques épisodes d'annulation pure et simple que j'ai connus ce dernier mois. Ça deviendrait trop malveillant. Et je ne suis qu'amour. Deuxièmement, les deux qui ont... Donc, globalement, il n'y a pas de presse sur le livre, il n'y a pas de papier, il n'y a pas d'invitation de télé, il n'y a pas d'invitation radio. Parce que télé, radio mainstream et presse mainstream, c'est en gros l'extrême centre. Avec des variantes, avec des nuances de centre-droit, centre-gauche, d'extrême centre-droit, d'extrême droite centriste. Il y a tout ça. Mais ça, c'est le bloc bourgeois qui a sa presse attitrée, qui a ses médias attitrés, de Radio France à RTL, de France 2 à TF1, en passant par CNews. Ceux-là ne m'inviteront pas. Je n'ai aucune invitation à ce jour et donc il n'y en aura pas. Parce que eux, dans une grande tradition de je veux dire, en continuité du sort qu'ils me réservent depuis quelques années, parce qu'ils sont très très rancuniers et très très remontés contre moi, ils ne m'invitent plus. Et donc là, ils m'inviteront encore moins sur celui-là parce que... ou alors, ils font des papiers. Il y a eu 2 papiers dans le Nouvel Obs. Vraiment, l'extrême centre, presque. Le Nouvel Obs a presque inventé l'extrême centre. Et Libération, extrême centre aussi, de plus en plus. Là, des papiers assassins, des papiers vraiment dégueulasses dans le cas de Libé, ad hominem, où il s'agissait vraiment de se payer de ma gueule, mais il l'avait déjà fait dans un portrait ce qu'on appelle le portrait de Der. Dans le langage Libé, c'était dans le fameux portrait de dernière page, pour ceux qui sont habitués de Libé, où là, en général, c'est un portrait plutôt bienveillant. Moi, il m'avait chargé. Et là, ils m'ont chargé d'ailleurs d'une manière qui serait intéressante à analyser. Donc voilà c'est le bloc bourgeois. Et puis, alors, il resterait, tu dis, oui, on va dire presque des gens plus à droite encore que le bloc bourgeois, si jamais ça peut exister, et qui se diraient, ah ben oui, ben très bien, j'ai lu quelque part que Bégodeau, Caroline Forest, même combat, j'ai lu quelque part qu'ils sont prenés au féminisme, oulala, le droitard s'active. J'ai dit, bah super, en fait, Bégodeau, il est en train de devenir droitard, c'est génial, on va le récupérer, on va l'inviter à bras ouverts, on adore en plus nous les transfuges, on a déjà accueilli Éric Nolot, on a déjà accueilli, Éric Zemmour d'ailleurs à une certaine époque, puisqu'Éric Zemmour était chevènementiste au départ, on a accueilli Elisabeth Lévy qui vient de la gauche, enfin on en a beau, enfin c'est notre métier en fait d'accueillir des gens de gauche qui deviennent des droitards. Et peut-être que Bégodeau serait la dernière prise, mais Michel Onfray évidemment aussi. Ça les émoustille. Et donc ils se disent, en plus ils aiment bien comme ils sont toujours très grossiers ces gens, ils se disent, oh, il va taper sur le féminisme et sur le wokisme, c'est super. Parce que, en plus, c'est un peu surprenant, parce qu'en général, Bégodeau, il a plutôt des propos féministes. À chaque fois qu'il a parlé du wokisme depuis 4-5 ans, c'était pour dire que c'était surtout une machine inventée par la droite pour s'exciter elle-même et s'auto-apeurer.
D'ailleurs, je renvoie à un livre que je publie au printemps qui reviendra sur cette question-là. Bref, pas sur le wokisme seulement, mais il y a un passage sur le wokisme. Donc, il s'excite. Problème. Problème, quand même, il jette un œil au livre. Ça, c'était avant de le lire, bien sûr, hein. Tout ça, c'est toujours des signes extérieurs. Et alors là, le peu qu'il reste encore à lire à droite, se rend compte que le livre est quand même beaucoup plus complexe que ça. Et alors, il tourne les pages et il désespère de trouver les pages qu'ils attendaient. Eux, ils voulaient que un ancien féministe, ou en tout cas quelqu'un qui vient plutôt d'un camp affilié au féminisme, se retourne contre ses maîtres ou ses maîtresses et disent en fait, vous avez raison, les réacs, vous avez raison de notre panique morale parce que vraiment les féministes sont devenus dingues. Bon, voilà, et le wokisme va submerger le monde. Il y a les Arabes et le wokisme qui vont submerger le monde. Et donc, je suis, invitez-moi chez Pascal Pro. Eh ben non, en fait, le livre, c'est pas ça. Et non, alors, il y a deux choses qui les contrarient dans ce livre. Non seulement, il ne produit pas ces analyses-là qu'ils auraient espérées, et deuxièmement, le livre est compliqué, en fait. Puis en plus, le livre parle de trucs dont nous, on s'en fout complètement. C'est-à-dire qu'à un moment, il parle de cinéma, à un moment, il parle d'humour, à un moment, il parle d'art. Oh là, il y avait même une page à un moment sur Manet, un tableau de Manet, mais de quoi? Oh là là, mais il nous exhume des trucs dont on n'a rien à foutre, là. Donc, trop compliqué. Trop compliqué, pas aucune prise. Donc, j'ai fait un entretien avec Peggy Sastre, qui est plutôt connue, entre autres choses, pour son art de ferrailler avec le féminisme. Moi, j'ai jamais été très d'accord avec elle. J'ai même été souvent en grand désaccord avec elle. Mais l'entretien qu'on a fait était plutôt modéré, d'ailleurs. Je pense. D'ailleurs, la première chose que m'a dit Peggy Sastre, qui, je crois, a un certain goût pour le texte, la textualité, m'a dit qu'elle trouvait surtout le livre, comment dire, plaisant à lire et rigolo. L'humour étant la qualité qui revient, enfin, je veux dire, qui est unanimement attribuée à ce livre. Je le précise quand même, parce qu'il faut bien que je me fasse un peu l'ambassadeur de moi-même. Voilà, c'est tout, mais sinon, dans les droitards, ils ont très très vite renoncé. Alors là, par exemple, là, il y a un attaché de presse, je te dis tout, hein, la pauvre attachée de presse, il y a zéro média, donc elle fait ce qu'elle peut pour que quand même le livre soit un peu ébruité. Elle souffre beaucoup. Et je lui dis, tout est de ma faute. C'est parce que je suis ce que je suis. Ce n'est pas de ta faute. Donc, elle s'est mise en contact avec Finkielkraut, qui fait son émission du samedi matin sur France Culture, et qui d'ailleurs, dans sa folie parano, a toujours eu le chic parfois pour inviter des ennemis, hein, il est capable de ça, Finkielkraut. Il m'a invité déjà, j'y suis déjà allé 2 fois. Donc, voilà, il est possible qu'il y ait ça, mais j'ai bien peur que Finkielkraut connaisse la même expérience malheureuse que tous les droitards qui ont tellement espéré dans ce livre, à savoir qu'ils le feuillettent et qu'ils ne trouvent pas du tout ce qu'ils y cherchent, quoi. Et qu'il n'y ait vraiment pas moyen de m'inviter, pas moyen. Donc bon, voilà, tu vois, je t'ai fait un peu le tour du truc, bilan des opérations. La gauche radicale me boycotte, voire m'annule, ou prudemment ne m'invite pas. Le bloc bourgeois, très traditionnellement, me chie sur la gueule. Et non, je n'aurai pas de soutien pervers et trouble de la droite plus extrême. Nous sommes nombreux à dire que Bégodeau est quand même le meilleur face à l'extrême droite, notamment lors de ton dernier face-à-face avec Geoffroy Lejeune. D'abord, il faut resituer les choses. Je pense qu'il ne faut pas que les gens, les webocentriques ou les internaucentriques, ceux qui ne vivent que par et pour Internet, et par et pour les réseaux, ne doivent pas confondre la vie réelle d'un être humain, d'un individu, et sa vie sur les réseaux, ou la vie qui est produite par des logiques algorithmiques. Pour le dire plus simplement, finalement, dans ma vie, j'ai très peu débattu avec des droitards. Si on mettait bout à bout les quelques dialogues que j'ai eus avec des gens très à droite, je ne sais pas, il doit y en avoir 4, 5, soit journalistes, soit intellectuels, soit Geoffroy Lejeune, dont on ne connaît pas exactement la raison sociale et la catégorie socio-professionnelle. Bon, c'est 5 fois 1 heure, ou 5 fois 2 heures, allez. Donc, c'est 10 heures dans une vie. Donc, moi, ce n'est pas ma vie. Alors que certains me perçoivent comme étant prioritairement ça, c'est une offense à ma vie. La deuxième chose que je voudrais dire, je voudrais informer, moi je suis toujours factuel pour commencer. Moi, débattre avec des droitards, ça m'amuse pas tant que ça, voire ça m'amuse pas beaucoup, et moins je le fais, mieux je me porte. Là, en l'occurrence, dans le débat avec le jeune, ça a commencé, la structure qui m'avait invité, c'est le Collège des Bernardins, qui est un lieu parisien.
un jeune homme qui s'occupe un peu de l'animation culturelle de ce lieu et qui notamment s'occupe d'organiser des débats en public. On m'avait dit, on aimerait bien que vous débattiez avec quelqu'un en public. À l'époque, c'était en public. Depuis, maintenant, ça n'est plus qu'enregistré. Je passe. Mais, et donc, ça, c'était il y a, je crois, un an. Et moi, j'ai dit, vous savez, moi, les débats, ça m'intéresse de moins en moins. Vous voulez pas m'inviter, moi, et me poser des questions. Parce que moi, je me trouve toujours meilleur quand je peux développer ma pensée tout seul. Et avec éventuellement quelqu'un qui m'interviewe et qui me challenge un peu. Mais j'ai pas peur de l'adversité. Simplement, je trouve qu'on est toujours plus clair et plus articulé quand on parle en entretien que plutôt en débat. Parce qu'en débat, on perd toujours un peu le fil. Enfin bref. Donc moi, j'avais dit ça. Il me dit, ouais, mais nous, notre principe, c'est les débats. On est toujours deux. Je dis, bon, bah écoutez, si vous voulez, on est deux. Bon, moi, ça me coûtait pas trop. C'est à 500 mètres de chez moi. Je dis, pourquoi pas? Allez, faisons ça. Mais maintenant, trouvez-moi un interlocuteur. Et le mec me propose d'abord des hommes politiques, Édouard Philippe, Christiane Taubira. Je dis non, désolé, moi je discute pas avec les politiques. Pour moi, j'en ai rien à foutre de ces gens. Il me propose encore un ou deux trucs. Ça n'allait pas. Ça m'intéressait pas. J'en avais rien à foutre. Je voyais pas de quoi on allait parler, etc. Et puis après, comme je suis un peu un mec sympa et que lui m'était assez sympathique, je sentais bien quand même qu'il avait envie d'organiser quelque chose. Je lui ai dit, écoutez, maintenant proposez-moi quelqu'un. Je vous dis oui, on n'en parle plus. Et on fait ça vite fait, bam bam. Et c'est son nom sur Geoffroy Lejeune. Et alors, bah, je dis, ah oui, mais de quoi, de quoi on va parler avec Geoffroy Lejeune? Moi, je m'en fous de Geoffroy Lejeune. Bah, des médias. Bon, bah, ok, on va parler des médias. Moi, je lui dis, vous savez, avec Geoffroy Lejeune, je pense qu'on aurait d'autres trucs à dire que les médias. Moi, je préférerais qu'on parle de, je sais pas, d'immigration, des choses comme ça, parce que c'est quand même un peu là-dessus qu'il est le plus redoutable, en tout cas le plus abject. Euh... non, non, les médias. Bon, bah, très bien, allons-y. Ok, j'y vais. Je pars de chez moi à 15h30, j'y vais à 16h30. Ça prend une heure, je suis de retour chez moi à 18h, ça fait un débat. Et après, le débat est très, très viral. Et voilà. Mais c'est pas ma vie, c'est la vôtre. Première chose. Après, les deuxièmes choses, les gens qui disent ouais, Bégolo, il a fait une blague de lourd, c'est un connard masculin, misogyne, vraiment, il s'est pas excusé, un connard, vraiment, il nous déçoit. Ouais, franchement, on serait au bord de le cancel. Mais bon, la seule raison pour laquelle on va pas le cancel, c'est quand même qu'il est bon contre les droitards et qu'on a un peu besoin de lui et que quand même, c'est tellement bien quand on le voit, machin. Ces gens-là, je les méprise. Ces gens-là ont perdu mon amitié. Je les emmerde. Vraiment. Parce que vraiment, il faut avoir des espèces de, comment dire, de système d'évaluation, de système moral, de système éthique complètement déglingué pour en arriver à ce genre de propos. Voilà. Alors, je constate qu'effectivement, parmi eux, il y aurait Dany Eraz, qui quand même, on dit, comment dire, bah, ont commis déjà pour moi un impair qui, eux, leur paraît un truc de boomer, vieillot et grincheux. Mais c'est pas un truc de boomer, vieillot et grincheux pour un écrivain que de demander qu'on lise un livre qu'on prétend commenter. Je pense pas que ce soit une exigence de boomer, grincheux, réac, vieux con. Je crois que c'est la moindre des exigences pour quelqu'un qui vient de sortir un livre. Si vous voulez absolument en parler, lisez-le. Dany Eraz se fout beaucoup de moi de ce point de vue-là. Ah là là, ah, c'est bon, ça y est, ah, il nous fait tout un scandale parce qu'on en parle sans le lire. Ben ouais, mais premièrement, je dirais qu'il est... Oui, je pense que c'est un petit impair éthique que de faire ça, surtout vis-à-vis de quelqu'un, a priori, dans lequel on est dans une certaine amitié politique. Et puis surtout, ça les embête. Il faut qu'ils s'en rendent compte. Parce que quand les gens qui ont lu le livre écoutent Dany Eraz en parler, mais il faut bien voir à quel point Dany Eraz sont ridicules. De spéculer, de dire, ouais, moi j'ai l'impression que le livre, ça va être ça. Non, mais en fait, ça va être ça va être plutôt ça. C'est ridicule. Surtout pour quelqu'un qui a lu le livre. Donc, ils se ridiculisent. Donc, je les appelle solennellement à cesser de se ridiculiser. C'est vrai que je constate depuis le début que pas mal de gens ont tendance à ne retenir de moi que le côté bon jouteur. Mais je veux dire, c'est tout petit, ça. C'est tout petit dans ma vie. Puis surtout, ça témoigne chez eux de la domination d'une passion triste. C'est vrai que la politique, ça consisterait à faire des clashs, quoi. Ça consisterait à aller fermer leur gueule aux connards de bourgeois qui nous emmerdent toute l'année. Oui, ça fait du bien, mais c'est triste. C'est quand même, c'est un saut métier pour moi de faire ça. Donc, ouais, ces gens-là ne m'intéressent pas. Je veux dire, et je considère qu'en fait, ils ne s'intéressent pas à moi, parce que s'ils s'intéressaient véritablement à moi, ben, je ne sais pas, moi, ils prendraient peut-être 1 heure et demie dans leur vie pour écouter une gêne occasionnée sur le cinéma ou sur la littérature. Peut-être, allez, je vais être follement exigeant, ils prendraient 2 heures de leur vie pour lire 100 pages de Comme une mule.
Peut-être, si vraiment ils veulent un livre plus politique, ils prendraient 1 heure de leur vie pour lire 3 fragments de Boniment. Je ne leur demande pas de lire 42 fragments de Boniment. Peut-être, dans un jour de grâce dont seul le Seigneur a le secret, ils iraient jusqu'à lire un roman de moi. Allez, peut-être se contenteraient-ils de L'amour, roman de 96 pages qui a eu un certain succès l'an dernier. Peut-être qu'ils pourraient faire ça. Je constate que depuis le début, j'ai jamais entendu Dany Heraz, qui pourtant sont intarissables sur ma gueule, évoquer de quelque manière une once de millimètre d'extrait d'un de mes livres. Il serait peut-être temps que de temps en temps, eux qui se piquent de lire de temps en temps, peut-être que de temps en temps, ils aillent voir ce que ça vaut, l'écrivain Bégodeau, ou l'essayiste Bégodeau. Moi, j'aimerais bien que de temps en temps, ils tentent un peu cette expérience de l'extrême, qui consiste à ne pas faire un react sur un entretien avec Bégodeau en tronçonnant des petits segments de 4 secondes et les commentant pendant 3 heures. Ouais, juste qu'ils disent un peu. Alors, est-ce qu'ils vont lire comme une mule, comme ils s'y sont engagés? Je les prends au mot, j'aimerais bien, ça nous réconcilierait. Peut-être même qu'on pourrait le faire, un grand entretien de réconciliation conflictuelle, mais réconciliation avec Dany Heraz sur Comme une mule, le livre. Et non pas sur ce que je crois que peut-être le livre il dirait qu'en même temps j'ai l'impression qu'il dit l'inverse, mais bon en même temps j'ai l'impression que ça va être ça, parce que Bégodeau, gna gna gna, masculinisme, féminisme, on ne sait plus. Voilà, ça serait pas mal, ça serait une happy end à nos petites bisbilles récentes, quoi. J'ajoute un dernier truc un peu taquin. C'est pas, je suis pas très taquin, moi, je ne suis qu'angélisme. Ah, j'ai été très surpris de voir que de temps en temps, ils lisaient des livres. Parce que récemment, ils ont invité un écrivain dont il semblait qu'ils aient lu le livre. Lequel livre fait 450 pages. J'étais jaloux. Ils auront donc consacré 10 heures de lecture à Aurélien Bélanger et pas à Bibi. Pas à ma gueule. Bon, très bien. Ok, mais j'étais content. Ils avaient au moins lu un roman. Ça, vraiment, j'étais tout à fait fier de mes petits chouchous. Ceux qui ont été longtemps mes petits chouchous. Au point que je les avais invités dans le hors-série Social Terre. Euh, Mais alors, je constate dans l'entretien qu'ils font avec Aurélien Bélanger, c'est qu'ils n'ont rien compris au livre, hein. Parce que c'est un livre qui n'est pas aussi de gauche qu'il en a l'air. Je ne crois pas qu'Aurélien Bélanger, d'ailleurs, soit le marxiste qu'ils ont cru qu'il était, ou qu'ils ont décrété qu'il était. Et je pense qu'effectivement, Aurélien Bélanger, qui est parti comme un jeune écrivain de droite, plutôt post-Wilpéckien, c'est gauchi, c'est vrai, au fil des années. Mais pas exactement dans la temporalité que lui le dit, parce que moi, je connais le dossier. Et surtout, je pense que ce qu'ils oublient de dire, c'est que Les derniers jours du Parti socialiste n'est pas un livre de gauche. Je pense même que c'est fondamentalement un livre qui est formellement de droite. Moi, j'aimerais bien pouvoir m'en expliquer avec Dany Heraz. Peut-être même aussi à parole d'honneur, puisque j'ai vu que Aurélien Bélanger, qui maintenant est accueilli à bras ouverts par la gauche radicale, euh, je veux bien aller à parole d'honneur, faire une espèce de contre-lecture de Aurélien Bélanger. J'aurais bien voulu la faire directement avec Bélanger dans les entretiens que je vais faire cette année à QG, mais il avait d'abord accepté, puis s'est rétracté. Bélanger pense que c'est safe et secure d'aller discuter avec Dany Heraz, safe et secure d'aller discuter avec Wissam et mes camarades de PDH. Il n'a pas l'air de trouver secure d'aller discuter avec moi. Pourquoi?